Avant de commencer avec la session d'aujourd'hui, j'aimerais informer tout le monde que nous avons la traduction simultanée disponible. Au bas de votre écran, vous verrez le globe qui vous permet de cliquer soit sur l'anglais, soit sur le français. Ça vous permettra d'entendre les présentations dans votre langue préférée. Avant de débuter la session aujourd'hui, j'aimerais vous informer que vous avez tous accès à la traduction simultanée. Veuillez vérifier le bas de votre écran et sélectionner le globe pour avoir accès à l'interprétation. Veuillez sélectionner l'anglais ou le français, English or French, puis cette fonction vous permettra d'entendre les présentations dans la langue de votre choix. Bienvenue à tout le monde. 5e et dernière journée de notre forum sur les marchés asiatiques. Cette semaine, nous avons eu la possibilité d'apprendre concernant les marchés clés d'Asie, Japon, Corée du Sud, Vietnam, Singapour. Et nous commençons à comprendre la demande croissante de ces marchés et donc les opportunités pour le Canada. Les exportations de notre pays, le Canada Atlantique, a atteint 1,25 milliard de dollars destinés aux 4 ans, dont une partie destinée au marché asiatique. Et nous sommes en vif aujourd'hui. John Evans et Uday Panicker, Tractus Asie. Monsieur Panicker parlait il y a quelques jours concernant les stratégies du marché de Singapour. John Evans, directeur général de Tractus Asie. Il est responsable d'investissement de plus de 5 milliards de dollars US d'investissement. Uday a été le représentant à Singapour de Tractus depuis mars 2018. Avant cela, basé en Inde, conseillère en matière de commerce. Donc aujourd'hui, John et Uday vont discuter avec nous les opportunités en Asie du Sud et sur Indonésie, Thaïlande, Malaisie et les Philippines. Ce qu'on pourrait appeler des marchés émergents de l'Asie du Sud-Est. Et à la fin de la présentation, nous réservons bien sûr une période pour vos questions. Je vous invite à marquer vos questions dans la case chat. Nous essaierons de répondre à toutes vos questions vers la fin de la session. Uday, je vous passe la parole, le micro virtuel. Nous vous reverrons après votre présentation pour les questions. Merci Suzanne, grand plaisir d'être présent encore une fois. Présenter notre aperçu sur ces marchés émergents. Donc, je partage mon écran. Et nous commençons avec l'Indonésie. Une présentation à Tractus pour ceux qui n'ont pas eu la possibilité de nous joindre au webinaire de mercredi. Société de consultation qui travaille avec les agences gouvernementaux, les entreprises pour entrer au marché d'Asie. Nous avons 25 ans d'expérience. Nous avons aidé les entreprises et les agences avec plus de 8 milliards de dollars d'investissement direct. 11 bureaux en Asie, Chine, Inde, Japon. Nous avons une équipe de 50 employés, conseillers, analystes dans ces différents bureaux. Donc, expérience large sur plusieurs secteurs. Nous avons un travail important de conseil financier. Nous travaillons avec les États, les gouvernements, ainsi que les entreprises. Donc, aujourd'hui, on a très peu de temps, donc il faut passer rapidement. John Evans, notre directeur, va parler de Thaïlande et Philippines. Le concept d'ASEAN, c'est un marché, 10 marchés en Asie du Sud.
il y a les pays listés ici, qui forment ensemble un bloc économique assez important et un des 10 plus importants marchés d'exportation pour le Canada. Beaucoup de marchés cibles pour les produits canadiens. La consommation annuelle des consommateurs représente plus de 10 millions de dollars. Je vous parle tout d'abord de l'Indonésie, le pays en bas, les îles en bas de l'image. Nous allons mettre l'appui sur ça et ensuite la Malaisie. L'Indonésie est un des marchés le plus rapidement croissant, le plus gros marché, la plus grande population de la région. Donc, comparé à certains autres marchés, Singapour par exemple ou Malaisie, l'Indonésie est un peu plus en retard dans son cycle, moins développé, mais qui avance très, très rapidement. Population de près de 270 millions, donc la plus grande population de la région, économie de 3 milliards de dollars, un trillion de dollars, pardon. Marché gigantesque, consommation par personne autour de 6 000 $ canadiens par personne. Marché de jeunes, grande partie de la population est très jeune. Ils ont de beaucoup amélioré leurs caractéristiques comme faciles à faire des affaires. Ils sont le numéro 91 grâce aux réformes qu'ils ont mises en place. Grand utilisateur de services Internet, la technologie est assez croissante, enfin pas rapide. Les entreprises canadiennes doivent considérer cet élément. Il y a certains aspects concernant l'Indonésie, surtout culturels. C'est un pays musulman, donc le halal a sa place. La langue peut être une barrière. En général, ça peut représenter un défi pour les entreprises qui essaient d'entrer personnellement dans ce marché. L'agriculture, l'alimentation, les textiles, automobiles, pétrole et gaz, les forces importantes du marché du point de vue exportation et deviennent de plus en plus un carrefour de fabrication. L'Indonésie a amélioré cela tout récemment et surtout comparé au Singapour, Thaïlande, Malaisie. En termes de la pandémie, actuellement, l'Indonésie essaie malheureusement actuellement de contenir l'infection. Un taux élevé de cas de COVID-19. Le gouvernement fait des efforts pour limiter cela, s'assurer que les gens prennent le vaccin pour se protéger. Mais important pour les affaires, continue ces opérations d'importation, d'exportation. Cela ne s'est pas arrêté depuis toute la période de la pandémie. Donc, vous pouvez vraiment vous y attendre du point de vue exportation. Nous avons examiné les secteurs les plus importants. En 2019, on a vu l'importation à l'Indonésie, beaucoup de fruits de mer du monde entier et du Canada, principalement les fruits de mer. C'était le point de croissance le plus important, plus de 20% d'augmentation. Et pour données aussi, difficile d'obtenir les données. Et vous trouverez ça si vous partez en Indonésie, vous trouverez la même chose. L'exportation a été atteinte, certainement,
entre le Canada et l'Indonésie. Et donc, une liste de contrôles pour l'entrée au marché d'Indonésie. Il y aura des similarités, malgré les différences culturelles entre les différents pays. Avez-vous compris s'il s'agit d'un marché bien adapté à votre produit, vos produits? Avez-vous examiné tous les défis qui pourraient vous confronter là-bas? Et est-ce que c'est un marché promettant pour vous à l'avenir? Idées critiques, examinez les études de marché pour les opportunités dans votre secteur particulier en Asie, voir si le produit est bien adapté. Point de vue des acteurs locaux et en considérant les entreprises, par exemple chinoises ou japonaises, qui ciblent le même marché que votre entreprise. Et en considérant aussi si la bonne façon d'entrer au marché de par un partenaire ou y partir seul, et en fonction de combien de connaissances vous possédez déjà concernant ce marché. La partie continuation de l'élément de recherche dont je vous ai parlé, la réglementation. Il faut vraiment avoir une connaissance profonde de ça. Ça, il faut vraiment bien comprendre ça avant de se lancer dans ce marché. Sous le directeur général de la douane, Indonésie n'est pas membre du PTPGP, donc il faut vraiment, quels seront les frais de douane pour votre produit? Et il y a une taxe sur valeur ajoutée de 10%, ainsi que les frais de douane. L'Indonésie a une attitude plutôt protectionniste concernant le commerce, et cela est reflété parfois dans les règlements. Fruits de mer, par exemple. Les règlements concernant les fruits de mer, sous le ministère de la Marine et de la Pêche, ils ont introduit des règlements concernant l'Indonésie, si ou non l'Indonésie a ses sources locales. Et si c'est le cas, vous pourriez rencontrer des défis concernant le genre de fruits de mer qui sont prêts à importer. Autre règlement similaire qui pourrait refléter cette attitude protectionniste. Si quand même il y a un besoin d'importer par exemple les homards, alors là, vous allez contrôler et continuer vos efforts d'exportation. Autres éléments qu'il faut aborder, l'étiquetage dans les deux langues, anglais et indonésienne, les contrôles d'importation, les tests dans les laboratoires aussi. Indonésie, un pays musulman, la considération du halal est important. Vous devez peut-être examiner la certification halal partout dans votre chaîne logistique, les ingrédients de l'alimentation, d'autres éléments qui contribuent à votre produit. Là encore, l'importance de la recherche. Les importateurs basés en Indonésie doivent s'assurer d'avoir le bon numéro d'enregistrement. Il faut chercher donc un partenaire qui peut vous fournir tout ce qu'il vous faut. Troisième objet sur la liste, importance de vérifier votre partenaire et comprendre les ambiguïtés qui existent des fois. Nous conseillons toujours à nos clients, faites votre recherche. Qui serait votre partenaire potentiel? Les interviewer, avoir une liste d'objets critiques pour s'assurer que votre partenaire potentiel en Indonésie ait les connaissances et une compréhension adéquate de l'espace de votre produit, comprendre
quel genre de relation faut-il avoir sur le terrain pour obtenir des clients. Donc, quelqu'un qui connaît très bien son chemin par ce pays. L'Indonésie est un grand pays, donc il faut examiner si vous voulez un seul partenaire qui est là, par exemple, la capitale, Jakarta, ou peut-être 2 autres partenaires dans les autres grandes villes, les autres îles. Et comment vous installer pour l'Indonésie? Première chose, avez-vous une compréhension des options? Vente en direct. Si vous avez déjà des relations, on utilise déjà vos produits et vous êtes confortable avec la vente directe, vous pouvez faire ce travail vous seul. Mais si ce n'est pas le cas, si vous débutez dans ce marché, meilleure option d'avoir un partenaire intermédiaire pour vous introduire au marché et vous aider avec la vente en place. Vous pouvez toujours examiner l'option d'externaliser votre entreprise, embaucher des employés sur le terrain, ouvrir même un bureau. Autre choix, et en fonction de votre appétit pour les risques, ça dépend d'examiner où vous êtes dans ces différentes options pour votre chemin vers l'Indonésie. Concernant les différences de culture entre l'Indonésie et le Canada, l'Indonésie est influencée par les cultures asiatiques. Vous voyez, les décisions sont prises en général à un niveau élevé dans les entreprises. C'est le leadership au top des entreprises qui prend les décisions. C'est le contraire de l'Amérique du Nord ou du Canada. Ils sont très à l'aise avec l'incertitude. Un pays où on prend des décisions d'une manière plus relaxe. Ça fait partie du charme du pays. En général, voilà l'Indonésie. J'aimerais maintenant passer à la Malaisie, marché beaucoup plus petit en termes de population, quoique proche géographiquement. La Malaisie, deuxième marché le plus développé de l'Asie du Sud, derrière le Singapour. Historiquement, vous avez les économies du tigre asiatique, Taïwan par exemple, et ces pays-là sont devenus matures beaucoup plus rapidement. La Malaisie était un peu arrière, une économie mais encore plus avancée que, par exemple, les Philippines ou le Vietnam. Une économie et un marché émergent en croissance rapide. Sur la liste des marchés de la Banque mondiale, 12e du marché de moyens revenus. Il a été atteint par la pandémie, comme tous les autres pays, mais on s'attend à ce qu'il y ait un rebondissement cette année de 6%. Destination de choix de fabricants d'électronique, automotive, soins de santé, produits de santé, équipements médicaux. Et tout ce qui a à voir avec le caoutchouc, c'est le producteur au monde le plus important du caoutchouc. Les gants médicaux, autres produits similaires. La Malaisie est très connue pour ça. Ce qui sera intéressant pour beaucoup d'entreprises de fruits de mer du Canada, un des plus grands consommateurs de fruits de mer de l'Asie du Sud-Est, 60 kilos par personne par an, et il y a une culture aussi de manger dans les restaurants, un revenu
personnel plus important que les autres pays. Donc, pour les exportations de fruits de mer, c'est un pays qu'il faut vraiment examiner. Et dans la zone de pétrochimie, Petronas, société sud-asiatique, les plus grands du monde, le bois, le pulpe de bois. Malheureusement, la Malaisie a une augmentation de cas de COVID-19. Il a passé une autre vague, donc nouvelle période de fermeture. Certains de nos contacts et de nos clients travaillent au foyer, donc il faut conserver ça dans l'esprit. Du point de vue du Canada atlantique, les 3 premiers secteurs, l'importation des minéraux du Canada, ce marché a été grièvement atteint par la pandémie. Alors, encore une fois, la liste d'éléments à considérer: économie plus développée que l'Indonésie, économie en cours de développement. Il faut vraiment apprécier les opportunités en fonction de votre produit, de votre industrie. Bonne idée d'examiner ce qui serait bien adapté à votre produit et aussi considérer du point de vue culturel certains aspects qu'il faut considérer. La Malaisie est aussi connue pour des défis régulatoires et de bureaucratie. Il y a un peu de perturbation politique qui a affecté les décisions commerciales parce qu'on ne sait pas quel sera le prochain étape de réglementation. Il y a un changement dans le gouvernement, changement de Premier ministre. Ça a produit son effet sur le commerce cette année. En termes d'importation, la douane malaisienne contrôle tout ce qui est importé au pays. Tarif moyen de 6%, mais Malaisie est membre de la PTPGP. Donc, les entreprises canadiennes vont profiter de la réduction et de suppression des tarifs. Il y a une taxe sur les ventes et les services entre 5 et 10%. Cela me ramène à l'appréciation du marché avec laquelle il faut commencer, dont je vous ai déjà parlé. L'OMA, par exemple, une taxe de 10%, alors que la pulpe de bois, les produits en papier sont 100% exo. Donc, il faut vérifier où vous êtes sur cette échelle. La partie halal, la certification halal est très importante pour produits d'alimentation et autres articles aussi. Important d'avoir cette certification pour pénétrer au marché. La plupart de la population est musulmane. Il y a quand même d'autres religions, mais l'islam, c'est la majorité. Donc, le halal est important pour la plupart des produits d'importation. Je dois vous faire comprendre que si vous avez la certification halal, que c'est accepté par les autorités malaisiennes, il est plus facile pour vous de vendre ce même produit en Indonésie. Donc, c'est l'entrée pour les marchés musulmans. L'anglais est la langue principale en Malaisie, avec Rasamali. Vous aurez besoin quand même de vérifier vos partenaires pour s'assurer qu'ils peuvent combler les promesses qu'ils vous auront faites, qu'ils ont les connaissances adaptées à votre entreprise.
On est un peu lent en Indonésie pour prendre des décisions. Donc, il vous faut quelqu'un sur le terrain qui peut promouvoir les décisions qui sont à prendre pour votre compte. Si vous pensez prendre comme partenaire une entreprise malaisienne, il y a un règlement qui couvre cela, qui est fait, qui veut qu'un pourcentage soit la propriété d'entreprises locales. Il y a des règlements à suivre. Quand vous vous engagez dans le commerce avec eux, les communications sont lentes, où les personnes n'ont pas l'expérience qu'il faut. Donc, encore une fois, vraiment vérifiez et faites des recherches sur vos partenaires potentiels devient d'importance capitale. Assurez-vous que la personne avec vous êtes en conversation a les connaissances qu'il faut. Encore une fois, les options pour entrer au marché, la vente en direct est la première possibilité si vous faites déjà des ventes peut-être, ou bien choisir un partenaire intermédiaire qui peut faire promouvoir votre produit dans ce marché, et surtout les conseils en réglementation. Troisième, allez directement pour vous installer en Malaisie, embaucher des employés locaux. Voici la liste pour la préparation au marché, et vous allez entendre parler de mon directeur général John, mais ce sont les éléments exportants. Êtes-vous prêt à exporter? Avez-vous fait vos recherches au marché? Êtes-vous sûr que les opportunités que se présentent sont suffisamment pour vous faire réussir? Et est-ce que le choix de votre partenaire a été affecté? Bon, alors, point de vue culturel, un peu comme l'Indonésie, les décisions sont prises au plus haut niveau sur la chaîne logistique. Ça peut être lent, ce processus peut être lent. Ils ont tendance à préférer les relations à long terme quand il s'agit de faire des affaires avec quelqu'un, quelque chose qu'il faut prendre en considération. Quelques éléments, examiner ces marchés pour diversifier, évaluer les opportunités, les défis, observer les marchés. Maintenant, je laisse la parole à John pour parler de Thaïlande et des Philippines. À la fin, je vais recevoir à vos questions et je vous remercie. John, j'essaie de partager mon écran. Faites-moi savoir quand ça paraît. Voilà. OK, très bien. Vous êtes les bienvenus. Je suis ravie d'être présent aujourd'hui. Je sais que vous avez eu une semaine très occupée en parlant des opportunités d'exportation en Asie. Un des éléments que je voulais faire aujourd'hui, peut-être prendre un chemin un peu plus différent. Si vous nous avez entendu parler cette semaine, vous avez les mêmes diapos peut-être. Vous allez voir les mêmes diapos, mais je vais parler d'autre chose. L'ANAC, l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, est en place. Vous avez peut-être hier entendu parler, mon cofondateur Denis a parlé du Vietnam, un des marchés émergents, marché passionnant. Oudé, vous avez parlé concernant le Singapour, une des économies les plus développées au monde. Et aujourd'hui, nous allons parler de la Malaisie et l'Indonésie. Et peut-être
l'Indonésie est le marché et le pays le plus développé de la région, mais toujours derrière le Singapour, les pays émergents. Et moi, je vais parler de Thaïlande et des Philippines. Il y a un nombre d'autres pays. Je vais vous parler d'eux, Myanmar, Laos, les moins développés. Donc, il y a des opportunités de commerce Myanmar, tout récemment ouvert, ce pays récemment ouvert. Risques, avantages, je peux... Laos et le Cambodge ont beaucoup d'influence de la part de la Chine. Ça veut dire une opportunité, mais également un défi. Et puis l'autre pays dont on n'a pas encore parlé, c'est le Brunei, un petit royaume et qui dépend de ses réserves pétrolières, avec une toute petite population, mais très très riche. Et cela nous amène vers la Thaïlande et les Philippines. La plupart de ma carrière, j'ai commencé en Asie en 1992 et en consultation en 95. Et l'une des choses qui m'est très intéressée à ce point-là, parce que j'ai passé énormément de temps aux Philippines, là, à ce moment-là, il y avait un terrain égalitaire concernant l'infrastructure. Ce qui s'est passé, c'est que la Thaïlande s'est développée beaucoup plus rapidement. Je vais vous parler maintenant de la Thaïlande, en vous parlant un petit peu de la situation en Thaïlande. Un instant, parce que je dois faire un petit changement. Je ne vais pas parler de ce que moi je fais au sein de Tractus parce que vous l'avez entendu à multiples reprises. Je vais parler de la Thaïlande comme endroit où on a commencé notre expérience, qui est également un domicile pour moi parce que, bon, aussi, il faut savoir que j'étais 12 années en Chine. Moi, j'ai des problèmes techniques ce matin. La première chose qui nous passe à travers l'esprit, c'est comment la Thaïlande a traité de la Covid. Si vous regardez ici cet événement, vous voyez que la Thaïlande n'a pas eu beaucoup de cas, mais en décembre, il y avait une flambée sur un marché des fruits de mer. C'est là où les pêcheurs locaux ont ramené cette maladie et ils ont infecté d'autres personnes. Ce qui était intéressant, il y avait immédiatement une deuxième vague. La première vague, il n'y avait que 2500 personnes qui a été gérée, comme je viens de le dire très très bien. Il n'y avait pas de cas. Mais ici, sur cette représentation graphique, vous avez l'impression qu'il y a énormément de cas. Mais après 6 semaines de fermeture, tout est bien sous contrôle et les cas sont en train de se réduire rapidement. Et là aussi, ça parle du système de santé public de la Thaïlande. Ils ont pris de bonnes décisions, ils ont bien géré la maladie, ce qui crée des opportunités économiques. La Thaïlande est une économie très équilibrée. Lorsque vous regardez cette planche, vous vous dites, bon, c'est quand même pas si équilibré parce que c'est assez petit comme PIB. Mais non, en effet, l'agriculture, par exemple, est un endroit très important pour les services. De ces 58% se trouvent entre 30 et 32% concernant le tourisme. Bien sûr, le tourisme a été frappé fortement cette année. L'économie s'est réduite à cause de ce secteur du tourisme. Aussi, les salaires se sont dégringolés très rapidement.
mais jusqu'au moment où on voit une relance du tourisme, ça va continuer d'être comme ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça a créé un environnement où il y a un peu plus de concurrence maintenant, de compétitivité. La Thaïlande se voit comme premier pays de manufactureurs en Asie. Elle travaille un petit peu comme la Malaisie, mais la productivité était supérieure. Il y a des opportunités maintenant à saisir. Moins de salaires, cela contribue à moins de dépenses de la part des consommateurs. Comme je viens de vous dire, le pays a été vraiment impacté par une réduction du tourisme. On prévoit cette année 3,2% de croissance. C'est encore un endroit assez facile pour faire des affaires. Et les exportations du Canada, qui sont surtout en fruits de mer, c'est un endroit qui reste intéressant. Beaucoup de gens ne savent pas. La plupart des personnes savent qu'il s'agit d'un moyen pour l'alimentation. C'est la cuisine du monde et et qui aiment bien l'alimentation thaïlandaise, vous comprenez de quoi je parle. Mais il s'agit aussi d'un endroit d'exportation majeur. Et avec ces exportations, il y a une culture sur l'alimentation et qui peut se développer partout. Il y a des restaurants Michelin. À Bangkok, il y a le même nombre de restaurants Michelin comme dans d'autres grandes villes au monde. Il y a une culture d'aliments de haut de gamme, si on parle de l'homard ou du bœuf canadien ou d'autres fruits de mer canadiens. Et cela se développe parce qu'il y a cette culture d'alimentation. Voici quelques exemples des importations et des exportations. Je ne vais pas approfondir, juste pour vous dire que les exportations, c'était pour une valeur totale de 249 milliards et les importations pour 251 milliards. Donc, vous voyez que il y a un équilibre dans cette économie forte. Et il y a juste en dessous d'1 milliard de dollars qui a été importé du Canada. Parmi les importations, il y avait l'or, surtout l'or. En Thaïlande, il y a beaucoup d'entreprises qui fabriquent des bijoux. Cette entreprise était la plus large au monde et puis c'était l'Inde qui a pris le dessus. Et l'autre chose concernant l'or, l'or est également une manière pour peser votre richesse. Alors, lorsque l'économie est difficile, les gens investissent dans l'or pour atténuer les risques de l'économie. Et puis, vous avez l'industrie du bois, pâte à papier, tout cela est très fort. Maintenant, lorsque vous penchez sur les exportations du Canada, vous voyez beaucoup de chiffres en rouge. Il y a les combustibles minéraux, les carburants minéraux qui se sont levés, mais bon, le reste est en rouge. Tout cela va se relancer lorsque les marchés s'ouvrent de nouveau vers le tourisme, mais jusqu'à présent, tout a été négatif en rouge. Maintenant, concernant l'économie, on a parlé de l'évaluation des partenaires. Bon, je ne vais pas entrer dans le détail parce que cela s'avère réaliste pour tous les marchés du monde. Il faut s'assurer que votre produit est adapté au marché, qu'il y a vraiment une possibilité pour ce produit et qu'il n'y a pas un régime prohibitif de tarifs ou réglementaires. Vous devez aussi vous pencher sur les licences et les marques. Il faut avec beaucoup de prudence, avec de raisonnement, il faut bien se pencher là-dessus. Le domaine
des documents d'importation. Alors là, vous pouvez le naviguer de manière facile, sauf pour les barrières de langue. La plupart des ministères sont faciles à travailler avec. L'exception, c'est la douane, parce que là, il y avait eu corruption. Mais cela aussi a changé. Ça s'améliore de plus en plus. Il y a aussi beaucoup plus de documents en ligne maintenant qui deviennent automatisés. Cela réduit la corruption. La corruption, historiquement, en Thaïlande, provient de la structure politique. L'économie et la politique qui vont de main à main, c'est le dernier système futile au monde. Et ils ont connu cette histoire depuis toujours. Et lorsque vous êtes dans un système féodal, vous êtes dans un marché où il y a beaucoup plus de corruption parce qu'il y a patronage, il y a le patronage qui s'accroît, il y a les royalties qui augmentent. Mais ce système est en train de se changer. Il y a quelques procédures qu'on appelle pas corruption et où on ne voit plus aussi beaucoup de corruption qu'avant. Il y a les barrières linguistiques. De l'autre côté, il y a une grande communauté d'expats. Il y a des Canadiens, des Européens, des Américains. Il y a aussi beaucoup de Thaïlandais qui parlent bien l'anglais à Bangkok. Bon, il y a des barrières avec la documentation, mais quand même, ce n'est pas un endroit qui est aussi difficile que d'autres. Une chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de restrictions sur les investissements étrangers. Et tout cela par la loi des opérations étrangères. Par exemple, les investisseurs ne peuvent pas avoir plus que 50% dans certains secteurs. Il y a des moyens pour contourner cela lorsque vous faites la demande pour une promotion ou lorsque vous pouvez utiliser une autre structure qui est acceptée. Mais cela s'avère seulement réaliste lorsque vous voulez faire un investissement. Et lorsque vous voulez exporter vers le pays, il y a des objets qu'on ne peut pas vendre. Vous les voyez sur cette liste et puis il y a une deuxième liste qui restreint les ventes à cause de la sécurité nationale, de culture ou de protection des ressources. Il vous faut vraiment un partenaire pour travailler dans ce domaine. Et puis la troisième liste, là, on vous indique des activités que les étrangers ne peuvent en principe exercer pour des raisons de développement de la compétitivité nationale. Mais quand même, dans tous ces domaines, vous trouvez des étrangers. Tout cela a l'air très complexe. On a quand même des manières pour naviguer le tout. Il y a des possibilités. Il y a des exceptions, je ne vais pas entrer là-dedans, mais certains niveaux d'investissement, bon, on a parlé du Conseil d'investissement sur les investissements étrangers, il existe des exceptions et bon, il faut remplir toutes les conditions. Ce qui est très important sont les partenaires. Surtout pour les ventes directes, vous pouvez le faire vous-même, vous pouvez le faire avec d'autres, vous pouvez aussi utiliser des plateformes comme Shopee, il y a Amazon. Ce sont des plateformes qui sont faciles à utiliser. Il y a aussi la possibilité de travailler avec des partenaires de distribution. Il y a un groupe chevronné de partenaires potentiels. Vous pouvez trouver facilement un partenaire. Et puis, en dépit de ce FBA, vous pouvez prendre graine et vous installer en Thaïlande lorsque vous voulez avoir une présence dans le pays. Maintenant,
Qu'en est-il des différences culturelles? Comme les autres pays dont on vient de parler, il y a cette dynamique du pouvoir, de prise de décision. Les décisions sont prises du haut vers le bas. Et puis c'est l'individualisme. Je pense que ceci n'est pas juste. Les Thaïlandais sont des entrepreneurs, ce sont des individuels. Cette représentation graphique n'est pas juste. Ça provient du fait qu'il s'agit d'une monarchie constitutionnelle, mais les Thaïlandais sont des penseurs libres. Il y a une enquête qu'une grande compagnie a faite. Et 78% des personnes thaïlandaises voulaient leurs propres entreprises, voulaient être des entrepreneurs indépendants. Donc, ça devrait être vraiment facile pour vous pour trouver un partenaire. Concernant l'orientation sexuelle, c'est fluide. Et ce qui est très important concernant les Thaïlandais, ils n'aiment pas le conflit. Ils ne veulent pas de conflit. Ils évitent ces conflits au maximum. Cela aussi peut compliquer les affaires, mais il y a des manières pour contourner cela. Un peu comme le Canada, il y a une orientation à long terme avec indulgence. Maintenant, je vais vous parler directement des Philippines. Les Philippines avaient des difficultés au début de Covid. C'était que récemment qu'ils ont maîtrisé l'affaire. Donc, l'économie était dévastée. C'est seulement au cours des derniers mois où on voit des mouvements libres dans le pays et on prévoit le redressement. Lorsque vous comparez la Thaïlande et les Philippines, de la perspective industrielle, les services sont dominants. Ce n'est pas un moyeu de la fabrication. Bon, il y a des électroniques, il y a aussi du minage, il y a aussi la construction des bateaux. Et en plus de cela, il y avait eu une relocalisation des investisseurs nord-américains de la Chine à cause de cet accord de tarification. Ils sont allés s'implanter aux Philippines. L'anglais est la langue principale, ce qui aussi facilite le travail. Le tourisme est important, mais ils ne dépendent pas du tourisme comme la Thaïlande. Ce qui est intéressant, et nous le savons tous, que dans notre province, chez nous, que les Philippinos travaillent d'arrache-pied. Et une plus grande exportation des Philippines sont leur main-d'œuvre. Ils vont outre-mer et puis ils renvoient l'argent pour leur famille. Ils l'ont fait comme ça depuis des décennies. Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de personnes qui ont fait cela dans tous les coins du monde ont fait de l'argent. Ils ont travaillé dans les économies occidentales, ils ont épargné beaucoup et maintenant ils retournent aux Philippines et ils deviennent des entrepreneurs chez soi, dans leur pays. Ils ont des petits magasins, des petits restaurants, des petits entrepôts, ils importent des marchandises et cela est un nouveau phénomène. Et c'est quelque chose qui ne s'est pas passé avant la dernière décennie. Cela, c'est nouveau. Et puis, un autre point concernant l'industrie des Philippines. En Thaïlande, vous avez 200 millions plus en PIB. Les Philippines n'ont pas investi dans leur infrastructure. J'ai mentionné qu'ils étaient égalitaires lorsque j'ai commencé ma carrière. Mais bon, la Thaïlande avait eu beaucoup de protection. Ils avaient un plan pour la croissance. Cela a été appuyé par les grandes familles qui dominent les affaires.
Aux Philippines, les grandes familles qui dominent les entreprises et les affaires n'ont pas travaillé en collaboration avec le gouvernement pour construire l'infrastructure. Ils ont collaboré avec le gouvernement pour faire de l'argent, mais ils n'ont pas construit l'infrastructure dont ils ont besoin. Et cela est très difficile, par exemple, pour les routes. Pour aller d'une île à l'autre, ça peut être très difficile parce qu'ils n'ont pas l'infrastructure en place. Ayant dit tout cela, la prévision pour les Philippines, c'est d'avoir un bon fort PIB pour cette année. En Asie, c'est une alternative par rapport aux pays plus développés comme la Malaisie et la Thaïlande. Et c'est facile pour faire des affaires. Le rang n'est pas aussi bon que le rang des autres voisins dans le rapport de la Banque mondiale. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout le monde parle anglais. Les Philippines aiment les aliments nord-américains, la culture nord-américaine sont bien alignés avec cette culture. Donc, c'est un endroit facile pour travailler de cette perspective. Le secteur de la transformation des aliments s'accroît rapidement. Les Philippines ne sont pas encore le panier céréales de la région. On voit beaucoup de transformations et surtout aussi des fruits de mer et on pense que cela va continuer. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais si vous regardez la différence, il y a 65,5 milliards d'exportations par rapport à 115 milliards d'importations. Les Philippines sont un importateur net et cela, selon les prévisions, va continuer d'être le cas. Et cela augmente les opportunités pour le Canada. Et si vous comparez la Thaïlande et les Philippines, les exportations canadiennes ne sont pas plus avancées. Cela a été motorisé par l'achat en aérospatial canadien. Vous le voyez ici sur cette planche. Mais bon, l'infrastructure pour l'aérospatial a ralenti un petit peu à cause de la crise, mais il y a aussi d'autres domaines dans lesquels le Canada peut participer. Et lorsque vous regardez ces secteurs, il y a plusieurs nombres négatifs, mais il y a aussi des points positifs pour les combustibles minéraux, pour les fruits de mer, des importations qui vont du Canada vers les Philippines. Il faut faire attention avec l'économie. Il faut vraiment bien voir si votre produit s'adapte au marché. Mais cela est encore le volet plus facile. Pour trouver le bon partenaire, ça c'est plus difficile parce qu'en dépit de l'anglais, l'environnement réglementaire peut être difficile à cause de la corruption. Et donc, vous avez besoin d'assistance pour la navigation s'il s'agit avec les conseils, avec les grandes compagnies d'exportation. Il vous faut des partenaires parce qu'il y a un grand risque pour importer des marchandises pour la douane et tout cela. Je vous ai parlé des grandes familles. Il y a 10 grandes familles philippinos qui sont donc ils ont beaucoup de puissance, mais vous pouvez aussi tirer profit de cela. Historiquement, il n'y a pas beaucoup de PME, ils se développent, il y a beaucoup de petits entrepreneurs, mais le risque avec les petits entrepreneurs est de voir s'ils ont la volonté et s'ils ont les connaissances pour traiter des commodités importées de manière appropriée.
il faut aussi savoir qu'il y a une grande diaspora filipino et eux, ils deviennent le choix de préférence pour distribuer vos produits aux Philippines. Je ne pense pas que je vais couvrir cette planche parce qu'on l'a couverte dans toutes les discussions de la mise en place d'une entreprise. Vous pouvez faire des affaires. Il n'y a pas beaucoup de restrictions. Il y a beaucoup moins de restrictions qu'en Thaïlande, par exemple. Vous pouvez avoir votre propre incubateur ou travailler avec un partenaire. Alors, comment est-il avec la dynamique du pouvoir? Il n'y a pas beaucoup de personnes qui prennent des décisions. Il y a seulement ces grandes familles. L'individualisme n'est pas grand. Il s'agit d'une société très masculine. Il y a l'influence catholique espagnole qui domine cette culture. Ils sont orientés à court terme. Cela est dû à cause du manque de la grande classe moyenne et puis l'indulgence est plus basse qu'au Canada. L'image en bas, là, il s'agit d'une danse et ils prennent le bambou et puis ils jouent avec ce bambou. C'est compétitif. Je l'ai mis sur cette planche pour vous montrer que les Filipinos sont vraiment compétitifs dans les sports. Ils veulent montrer que même les nationales sont une compétition et cela vous donne quand même une idée de comment ils sont compétitifs dans les autres domaines. Donc, c'est pas seulement dans les affaires, mais aussi autrement qu'ils sont très compétitifs. J'ai déjà couvert cette planche, alors le moment est venu pour prendre vos questions. Un grand merci, John. Merci, Dai. Il y a quelques questions qu'on voit dans la salle de bavardage. On va commencer avec ces questions. Daryl de PIS est curieux, veut savoir quelle est l'optique réglementaire, quel est le paysage réglementaire dans les secteurs comme l'organique, la biologique, l'alimentation biologique. Bon, c'est un marché gris. La commission de biosécuritaire, c'est celle-là qui surveille les cultures, mais au cours de la dernière décennie, ils étaient inactifs. Il y avait eu des changements dans le gouvernement à cause des élections. Cela a ralenti les réglementations. La meilleure chose à faire, c'est de voir ce qu'ils font, cette commission sur la biosécurité, avec les nouvelles orientations et directives concernant l'application des lois. Et là aussi, il y a un manque en Indonésie. Je n'ai pas encore abordé cela en détail au cours de ma séance, mais juste comme dans les autres marchés émergents, il y a le problème de la corruption, les réformes sont au ralenti, la prise de décision est au ralenti et le secteur biotech, là, il devient un secteur qu'il vous faut la mise en application des lois de la propriété intellectuelle. Il vous faut des mesures de protection. Par exemple, avec les cultures GMO, il vous faut ces réglementations. Et donc là, je vous recommande de suivre de près ce que fait le gouvernement indonésien. Il y a une autre question, John, concernant la Thaïlande et les Philippines en particulier. Est-ce que vous savez si dans ces deux pays, il y a des événements majeurs commerciaux qui vont être organisés dans l'avenir. Et lorsque vous le comparez avec d'autres marchés,
Est-ce que vous pouvez nous donner une indication s'il y a un grand événement qui va être organisé, qui serait intéressant pour nous, pour participer là-dedans? Oui, les deux pays ont des événements qui sont en pipeline. Les Philippines sont très prudents pour annoncer tout cela parce qu'ils ont des problèmes pour maîtriser la COVID. Thaïlande s'est avancé rapidement avec la libération avant la deuxième flambée. Il y a quelques événements commerciaux qui n'ont pas encore été annulés au cours de la deuxième partie de cette année. Ils ont annoncé il y a 2 jours que depuis le 1er juin, tout le monde qui est vacciné peut entrer le pays. Alors, on va voir ces trade shows, probablement pas en deuxième, mais en troisième trimestre. Il dépend tellement du tourisme. Donc, ce secteur est énorme. Et donc, je pense qu'ils sont très intéressés et concentrés pour organiser de nouveau des trade shows. Mais ils ne vont pas le faire s'ils pensent que ce n'est pas sécurisé. Un aperçu important, donc nous pouvons faire attention à ce qui se passe en Thaïlande concernant les foires. Les grands événements. Et pour les Philippines, John, est-ce que vous avez dit que des permis d'importation sont requis? Oui, il y a une diapo, les produits animaliers, les produits de bois, les minéraux ont tous besoin de permis. Tout ce qui a à voir avec l'alimentation doit avoir l'approbation. Tout ce qui est médical, pharmaceutique doit avoir l'approbation, l'autorisation. Et juste pour rappeler aux gens, nous mettons toutes les présentations sur Internet et nous conserverons notre plateforme ouverte pendant quelques mois. Donc, point de référence facile et importante. Mon collègue Max, Nova Scotia, a la dernière question, une question pour vous deux. Avec tout ce qu'on a appris cette semaine, nous avons parlé encore une fois du Japon, Corée du Sud, Vietnam, Singapour, et maintenant c'est qu'autres marchés, pays asiatiques, à accorder les rangs en termes d'opportunités pour les petites et moyennes entreprises canadiennes, des entreprises qui ont un produit de marque de qualité ou un service, ou est-ce que nous devons nous focaliser un peu sur dans ces marchés? Je commence et nous verrons si Odé est d'accord avec moi. J'estime qu'en termes de marché développé, pour les types de produits pas de nos gens, le Singapour est un point de départ excellent. Les volumes seront plus petits, mais puisque le marché est sophistiqué, le pouvoir de dépenser sur des produits de qualité est présent. Donc, en termes de pouvoir d'achat, pouvoir de naviguer, en fonction de ce que vous vendez, serait Thaïlande et Malaisie. Ces deux-là offrent un marché développé qui a l'habitude d'importer des produits de haute qualité. Le marché émergent de Vietnam, dont Denis vous a parlé hier, est un marché qui est en croissance rapide. Il y a certainement des opportunités là. Pour moi, si vous voulez, le marché qui dort un peu, c'est les Philippines. Mais ils ont commencé une croissance plus rapide, à l'exception, bien sûr, de l'interruption en fonction du COVID. Pour l'ANAC, c'est comme ça que je les mets en rang. Uday, qu'est-ce que vous en pensez? Si vous êtes d'accord avec votre patron. Ah non, j'ai le droit de ne pas être d'accord. Oui, je fais l'écho à ces idées sur le rang. Nous faisons ça pour nos clients, mais
une réservation que j'ai, c'est en fonction de ce que vous voulez exporter vers cette région. En termes de priorisation, comme John l'a fait, mais je mettrai l'Indonésie comme l'inconnu promettant dans ce marché. Mais vous avez là peut-être un marché à long terme avec un marché énorme en fonction de la population. C'est l'inconnu promettant dans ce rang. Mais moi, je mettrais ça un peu plus haut que les Philippines. Thaï, Malaisie, Indonésie, Philippines en dernière place. Merci, John. Je l'ai commenté. L'addition de l'Indonésie par UDAI. Si vous avez un produit pour consommateurs que vous pouvez vous insérer dans ce marché, vous pouvez vraiment réussir. Mais c'est un marché difficile. Nous avons travaillé avec référence à l'ANAS. Il ne faut pas oublier les marchés dont on a parlé plus tôt dans la semaine. Japon, Corée. Japon et Corée, marché, économie sophistiquée avec un gros pouvoir d'achat, beaucoup plus important que les autres pays de l'ANAS. Donc, il faut tenir compte de ça. Merci, messieurs. Et encore une fois, d'avoir passé votre soirée à l'heure locale avec nous. Un remerciement spécial d'avoir coordonné les sessions avec votre équipe. John, nous sommes ravis que vous avez pu être présent avec nous. Donc, nous allons terminer la session d'aujourd'hui avec ça. Je sais qu'il y avait davantage de questions, mais probablement ce que nous allons faire, nous allons passer par les questions et répondre par mail, par courriel. Difficile à croire que c'est la fin de notre forum sur les marchés asiatiques. Nous avons appris grand-chose à partir de votre équipe et des 7 commissaires de commerce. Je vous ai déjà expliqué que la plateforme reste ouverte. Les sources de recherche, d'intelligence, les présentations, les biographies de nos orateurs, dont 12 en tout, resteront en ligne. Et comment vous mettre en contact directement avec eux, je vous encourage à vous tous de faire ça si vous avez des questions supplémentaires. Et en dernier lieu, j'aimerais reconnaître l'appui excellent par notre hôte, les efforts de ONB, de mon équipe ici, préparer le contenu pour un programme robuste et l'appui également de nos collègues partout dans la région, Nova Scotia, Newfoundland, ACOA, Affaires Globales Canada, sans lesquels ce forum n'aurait pas été possible, et nous reconnaissons le financement du gouvernement du Canada pour l'investissement. Merci encore une fois à tous. Passez une excellente journée, un bon week-end et restez en sécurité. Adieu. Merci à tous. Au revoir.